Salut à tous, aujourd'hui c'est une vidéo un peu 2 en 1, on va parler des crânes et on va faire 2 planches de dessin. On va faire une planche de dessin un petit peu plus théorique, mécanique pour voir un petit peu comment bouger dans l'espace le volume qui est le crâne. Et ensuite on va faire un dessin pas mal plus poussé où je vais te donner des outils et des conseils pour que toi tu puisses faire ce genre de truc chez toi tranquille tout seul. Donc il n'y a pas de secret mon ami, il y a seulement par tes propres heures de pratique et à dessiner et à répéter que tu vas vraiment avoir un résultat. Mais je peux t'assurer qu'à la fin de cette vidéo, tu auras pas mal d'outils en main pour pouvoir appréhender les crânes et les volumes dans l'espace et le rendu avec plus de sérénité. Donc voilà, prends un crayon, une feuille de papier, abonne-toi à la chaîne et puis on y va. Ok les amis, donc on va commencer un peu par faire la tête Lumi au final. Donc en fait, on va tout simplement commencer par faire une sphère ici. Alors je vais partir du principe que la tête Lumi, tu la connais déjà avec toutes les vidéos que j'ai fait sur le truc, donc je vais faire un petit raccourci. Tac, la mâchoire. Et là, on a notre fameux casque d'Iron Man qui nous permet de dessiner des visages. Donc là, on a le côté. Ensuite, on va faire comme d'habitude notre division au tiers. Un tiers ici au milieu de la sphère, un autre tiers ici, et puis le troisième tiers qui vient là. Donc ça, on a déjà vu, normalement, tu connais. Un tiers, deux tiers, trois tiers. Et on va mettre notre axe central. Alors l'axe central, il va bouger en fait au fur et à mesure, et c'est autour de ça qu'on va construire notre symétrie, ça va être plus facile de cette façon. Donc de profil, tu as le front, qui vient comme ça. Ensuite, on va avoir le nez qui dépasse pas mal, c'est l'os du nez là qu'on fait, hein, c'est pas le nez en entier. Ensuite, ça va faire un trou ici, tac. Ensuite, ça revient un petit peu en bas, là on va avoir la fente avec les dents. Et là, ça va faire un genre de... ça va revenir un petit peu en avant. Et puis au niveau du menton, ça ressort un peu, l'os repart comme ça, tac. Et ensuite, on a l'os qui vient se fixer, enfin se fixer, non, c'est flottant, hein, le bas de la mâchoire, mais derrière la tête comme ça. Donc cette ligne-là, qui est là absolument de profil, ça va être notre axe central. L'axe central, je vais le faire en rouge, donc il arrive de derrière la tête, tu vois, on voit bien que ça part derrière ici. Ça revient ici, on a un peu les os de l'arcade sourcilière, etc. Ensuite, ça redescend un petit peu, ça remonte sur la partie du nez qui dépasse. Hop, là, on vient ici, ça repart dans l'autre sens, tu vois, ça c'est cet angle ici. Et ensuite, tac, et voilà, et ça fait comme ça. Donc ça, c'est notre axe central autour duquel on va pouvoir construire notre symétrie. Donc je vais commencer par le nez, parce que je trouve que c'est assez pratique de faire ça. Et on va d'abord le faire très très simple. Là, on va avoir la partie du pont qui est orientée vers le bas. Sur cette même ligne ici, on va faire l'os qui va derrière. Donc là, sur la partie du milieu, on peut couper en plusieurs rythmes. On peut faire à la moitié, ça va être le bas des globes oculaires. Et ensuite, à peu près, si on coupe ça en tiers, 1, 2, 3, à peu près ici, là, on va voir un autre rythme qui part de cet angle, voilà, comme ça, et qui vient là-bas. Et ça, c'est pareil, c'est orienté vers le bas. Donc après, plus tard, avec les ombrages, on pourra le foncer. Alors, les globes oculaires, c'est pas des ronds, c'est plutôt un peu des rectangles, et ils tombent un petit peu vers l'extérieur, comme ça. Voilà, donc tu vois, là où il y a le plus de boulot pour le moment, c'est cette partie, c'est le deuxième tiers du milieu, en fait. Donc comme j'ai dit, tu as la moitié, c'est les globes oculaires. Ensuite, tu as la deuxième moitié, tu la coupes en trois. Et là, tu as ce fameux rythme qui vient ici. Et si je fais une autre ligne droite sur mon espace courbe, ça va faire comme ça. Là, ça rentre à l'intérieur. Ensuite, dedans, bah, c'est carrément un trou, hein. Ensuite, ça ressort, tac. Et ça repart à l'intérieur de nouveau. Voilà. Ensuite, pour cette zone-là, cet angle-là, il est assez important puisqu'il y a un changement de direction. Donc ça va faire comme ça, comme ça. Là, on suit en fait, hein, on voit bien que l'os là, c'est vraiment ça le changement de direction entre ce plan et puis ce plan. Et ensuite là, ça va descendre un petit peu ici comme ça. Et là, derrière, la partie de l'œil, comme ça, on peut s'en servir pour repartir ici. Voilà. Et là, on fait une version très simplifiée d'un crâne, mais qui nous permet de comprendre un peu sa structure fondamentale. Ensuite, pour la partie de la mâchoire, je vais continuer à suivre cette espèce de contour. Et au niveau du nez, en fait, ça va être en bas vers ici, c'est là où il y a les canines, et c'est là où il va y avoir le changement de direction à nouveau. Tu vois, ici, je note l'épaisseur de la mâchoire pour juste qu'on puisse se rendre compte, en fait, que c'est un objet vraiment qui se déplace dans la perspective et pas simplement quelque chose de plat. Ça permet de noter un peu la mécanisation de ce qu'on est en train de faire. Ensuite, on a des coutures ici. Les coutures, c'est les soudures des os, en fait, qui partent de là. Là, on a deux petits trous. Bon, c'est relativement peu important. Pareil, ici, à l'intérieur du nez, on a en fait une espèce de partie d'os qui retourne dans le nez. Et ensuite, qui redépasse un petit peu. Et puis qui redescend un petit peu vers le centre des dents. Là aussi, en général, sur cette partie, on a souvent beaucoup de petites craquelures.
Il y a beaucoup de choses qui se passent à cet endroit-là. Là, pareil, à cette zone et à cette zone, on a 2 soudures. Et après, il y en a d'autres, hein. Le crâne, il est fait de plein d'os différents, en fait, qui se baladent à droite à gauche, mais pour le moment, c'est pas tellement ça la question. Donc là, au niveau des plans, on a donc celui-ci, qui regarde plutôt vers le bas, tu vois, hop. Et ensuite, là, on a aussi ce plan-là, en fait, tout ça, là, qui regarde un peu plus devant. Et ça, là-bas, ça regarde sur le côté. Ça fait partie de la facette qui est sur le côté. Tout ça, ça aussi, cette partie-là aussi. Donc on va faire plusieurs exemples en appliquant un peu cette logique. Hop, le nez que je vais faire bien ressortir. Je préfère un nez qui ressort trop plutôt qu'un nez qui ressort pas assez. Après, de toute façon, chaque crâne et chaque individu est différent. Mais voilà, il vaut mieux un petit peu trop de relief que pas suffisamment, je pense. Il faut essayer de dessiner avec des rythmes. Donc tu vois que là, il y a un rythme, une seule ligne en fait qui correspond au bas du nez avec le bas de l'os ici. Ici, pareil, tu as une ligne qui correspond au bas des yeux avec la partie de l'os qui va derrière. Essayer de repérer ce genre de rythme, c'est très pratique. Tac, là je fais une ligne droite qui correspond à l'espace courbe. Ça va dedans, hop, ça ressort. Ça c'est bien pour noter ma 3D. Ça te permet aussi de faire des différences notables entre un crâne et un autre. Et si par exemple de l'autre côté je faisais un trait qui était plutôt tout droit ici, et puis là aussi tout droit, bah, ça donne une forme 3D qui est différente d'un côté et de l'autre. Alors évidemment, là dans ce cas précis, c'est pas désirable, il vaut mieux que j'ai un crâne qui soit symétrique pour qu'il se ressemble correctement. Néanmoins, c'est avec ce genre de petites lignes que tu peux faire des différences entre un individu puis un autre individu. Ce coin là, il faut bien comprendre qu'en fait la partie haute, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un changement d'angle. Un changement d'angle implique un changement de direction dans la perspective. Donc cette partie qui est là, elle regarde vers le bas. Elle est orientée vers le bas plutôt. Et la partie qui est en bas, en fait, ça remonte en fait. Ensuite devant, pareil, on va schématiser ici. On peut faire un peu la méthode Rayleigh. Tout ce qui est méthode Rayleigh, méthode Loomy, etc. en fait s'applique au crâne et à la forme humaine. Après, quand tu rajoutes la chair par-dessus, évidemment, il va y avoir une épaisseur supplémentaire, mais le schéma de base structurel, c'est le même en fait. Là, faut pas oublier qu'il y a un plan dans cette direction, le plan de devant qui est là pour le coup dans cette direction, et le plan qui est derrière, celui qui est opposé à celui-ci, c'est plutôt comme ça. Désolé pour mes flèches, elles sont pas terribles, mais c'est pour, tu vois, pour que tu comprennes que c'est dans l'espace que ça se déplace tout ça. Donc là, ce qu'on voit souvent, ici, c'est un rythme ombragé comme ça, qui vient en haut, tac, et là, qui revient, descend, qui redescend comme ça. En général, ça fait comme ça. Tac, ensuite, on peut faire la ligne qui va correspondre au début du menton, quand le menton va commencer à ressortir un petit peu. On peut dessiner le menton même, pourquoi pas avec un plat. Les chicots, mais on s'en fout un peu. Hop. Tu vois, là, on voit que la mâchoire, elle passe derrière, donc je fais un genre de... Tu vois, ça vient devant, tac, et ça vient derrière. Hop, et ensuite, cette partie-là. Alors, la mâchoire, ici, l'os qui est là, en fait, il est super balèze. On a tendance à avoir des crânes souvent avec des mâchoires toutes fines comme ça. En fait, pas du tout, c'est un os vraiment très très gros. L'os de la mâchoire, il est très solide, et ça fait plutôt comme ça, en fait. Tac, hop, et je vais noter de façon très mécanisée le plat qui est orienté plutôt vers nous, histoire qu'on ait la sensation qui est cette facette et cette facette. Comme d'habitude. Tac, tac. Après, pour les dents, tu as les dents principales qui sont devant, les grosses dents, là, je sais pas, je crois que c'est les incisives, j'y connais rien. Ensuite, tu as les dents qui sont sur le côté, et ensuite, tu as les canines, et c'est au niveau des canines que le changement de plan se fait. Et ensuite, tu vois, on peut voir que j'ai fait une erreur, parce que si ces 3 dents prennent cet espace-là, ça veut dire qu'en fait, c'est beaucoup plus derrière, puisqu'il faut beaucoup plus de place pour les molaires. Voilà, plutôt comme ça en fait. Voilà, et ça derrière, là, cette partie, ce pont-là d'os qui vient, il se soude au crâne dans ce coin ici. On va s'en faire un de face. Hop, pareil, je commence par faire ma petite sphère, un axe central. Je vais faire ma petite méthode Lumi tranquillement, que tu connais déjà. 1, 2 et 3, 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. Voilà. Ensuite, je vais rajouter un petit bombé ici, là, sur le côté, parce que ça, c'est un peu trop plat. Et on va commencer à rajouter les yeux, le nez, etc. Donc quand tu es dans la méthode Lumi et que tu fais un portrait, effectivement, la base du nez se trouve en général ici. Quand tu fais un squelette, c'est un peu plus haut, parce que, en fait, la base du nez ne correspond pas exactement à l'os. En fait, la base du nez, on la voit un peu plus ici. Donc du coup, on va le faire un peu plus haut. Tac. On va faire le retour du nez. Donc ça, c'est ce petit plan là, il est orienté vers le haut. Ensuite, on va faire le pont entre les deux yeux. Je dis le pont parce qu'en anglais, on dit un bridge. Donc pont, littéralement. Après, je sais pas en français le terme technique pour cette zone-là. Mais ça, c'est la zone entre les deux yeux qui regarde, pour le coup, elle, vers le bas. Et ensuite, on va retravailler avec nos rythmes. Donc tu vois que ça descend un petit peu. Hop, cet endroit-là.
Là aussi, hein, en fait, on va tout arquer vers le bas. On va faire le milieu ici qui va correspondre au bas de notre œil. Et ici, on va de nouveau faire plus ou moins le tiers du haut qui va correspondre à ce rythme-là qui descend vers le bas. Ensuite, l'œil, c'est plus ou moins deux rectangles comme ça qui sont orientés un peu vers le bas. Là, pour les yeux, pour bien les placer, on peut voir qu'au niveau de l'extérieur du trou du nez, ça va globalement aller à peu près à cet endroit-là. Hop, ça va être plus proche que ce que j'avais fait avant. Voire même, ça peut rentrer un petit peu plus. Là, on va faire toute la partie comme ça qui regarde vers le bas. C'est cette partie qui est ici en fait, hein. Ensuite, on peut faire cette zone. Voilà, ça va noter tout le côté du crâne. Et ensuite, ça va aller derrière. Et ça va dépasser un peu de l'extérieur du crâne. Donc cette partie-là qu'on voit juste comme un espèce de bouton qui dépasse, en fait, c'est tout ça ici, là. Ça et ça, c'est la même chose, vu sous des angles différents. Je vais faire l'autre côté. Donc là, pareil, je prends mon rythme qui vient sous les yeux, ici et là. Tac, je le fais continuer là. Et puis, je peux continuer le rythme de l'arche qu'il y a ici. Donc quand je dis rythme, ça veut dire que tu vois, ça vient dans la même courbe. Voilà. Et là, on peut repartir à l'intérieur. Et maintenant, on a ce fameux plan, tac, tac, qui est orienté vers le bas. Je vais raffiner un tout petit peu le pif avec la zone qui dépasse ici. Là, souvent, on a un élargissement, en fait, avec un angle qui correspond à l'arrivée de ce rythme-là. En fait, ça rentre ici. Et donc, le nez s'élargit à cet endroit. Ensuite, environ au niveau du milieu des yeux, on va pouvoir descendre. Ce sera les côtés de la mâchoire, les côtés extérieurs de la mâchoire. Ensuite, on peut suivre le rythme du nez ici et faire redescendre cette zone-là. Et ces deux traits-là, en fait, ils vont séparer les plans sur les côtés avec le plan central. Je vais faire en sorte de... Tu vois, là, je vois que ce plan-là est plus gros que celui-ci. Je vais faire en sorte de faire quelque chose de plus équitable. À peu près au centre, on va mettre la zone où les dents se croisent. Cette zone-là, c'est la zone où il y a les canines. Donc cette espèce de jonction, en fait, représente le sommet de la canine. La canine, globalement, les autres chicots autour, et donc l'angle, en fait, se trouve là, comme ça, dans l'axe de la canine. C'est-à-dire que là, ça part sur le côté, et ensuite là, ça fait une petite bosse, et puis ça repart devant. Ensuite, là, sur le côté, il y a très peu de distance, mais il y a beaucoup de dents, et elles sont grandes, c'est les molaires. Mais en fait on ne les voit pas beaucoup à cause du raccourci dû à la perspective. Et là on va avoir la zone du menton qui va revenir un peu plus vers nous. Là on va avoir la zone qui regarde vers le bas. Maintenant on va en faire un ou deux dans des perspectives un petit peu différentes, un peu plus compliquées. On va en faire un vu du dessus, comme ça, hop, je le mets dans une boîte, tu vois, ça me permet de minimaliser mon travail dans un premier temps. Voilà, donc mon crâne il va être quelque part là-dedans, dans ce contexte spatial. C'est vrai que ça complique pas mal plus la chose, donc on va faire un petit peu la même méthode. Je vais faire ma sphère tranquillement, et ensuite on va couper le côté, mettre la face, et puis fermer ici notre tête Lumi dans la perspective. Et tu vois, c'est pas mal plus simple de faire la tête Lumi dans la perspective en ayant fait une boîte dans un premier temps. Ensuite on va avoir la zone des arcades sourcilières, et puis la zone de la base du nez. Alors évidemment, puisqu'on regarde comme ça, chaque partie va être de plus en plus petite à cause du raccourci dans l'espace. Donc les choses vont un petit peu se superposer. Là, on va faire l'arcade sourcilière, la partie de l'os qui va derrière. On va faire le morceau du nez qui dépasse, cette partie-là. Mais du coup, on ne verra pas le fameux pont. On ne verra pas le fameux pont parce qu'il est orienté trop vers le bas et que sous cet angle-là, on n'arrive pas à le voir. Oups, tu vois, j'ai fait une petite erreur. J'avais fait mon nez avec une perspective comme ça, alors que c'est celle-là qu'il fallait que je suive. C'est pour ça que faire une boîte, c'est bien utile. Ça permet de ne pas se tromper dans sa perspective et tu peux toujours te référer à ta perspective parce qu'on a toujours tendance à aplatir un petit peu trop les choses. Ensuite, on a le rythme qui va en dessous du nez, donc pareil, on va le noter mais dans la perspective cette fois-ci. Donc là, en plus de faire une courbe vers le bas, qu'on va pas trop voir, ça fait aussi comme ça parce que le crâne il s'enroule en fait, c'est rond, c'est pas tellement plat. Ça veut dire que je vais le noter, mais comme ceci. Là, l'angle de la bouche, évidemment, puisque maintenant c'est sur cette perspective et qu'on le voit d'en haut, paf, on voit que ça rentre vraiment dedans, à l'intérieur du squelette. Et ça revient comme ça. Alors tu vois là j'ai fait une erreur, j'avais fait cette zone là beaucoup trop grande par rapport à celle-ci. Je vais corriger. En fait c'est l'inverse, c'est plutôt du coup la partie du haut qui va se voir beaucoup. Et cette partie là qui est le plan qui est en dessous, même s'il est plus grand, va devenir beaucoup plus petit comparativement à cause de la perspective. Ensuite je peux retravailler un peu la tête, là on dirait vraiment qu'il a une tête bulbeuse, c'est absolument affreux. Donc le crâne en fait ça ressemble plus à un haricot qu'à une sphère. Voilà, tac, là on a le plan de côté, là on a l'axe central, là on a le plan de face, globalement qui fait comme ça, et ensuite on peut faire l'axe du milieu,
Hop là, alors là il y a tout un tas de reliefs et tout, et voilà. Donc là je vais faire un crâne avec un rendu plus réaliste, mais dans un premier temps je vais appliquer exactement la même technique que ce que je viens de faire. Ça veut dire que je vais d'abord faire un dessin vraiment structurel, en essayant de repérer les plans et leur orientation. Si tu as envie toi-même de faire un crâne avec un rendu un petit peu plus poussé, surtout entraîne-toi à bien les dessiner avant en faisant des croquis pas très rendus comme ceux que je viens de faire, histoire que ton cerveau et ton geste imprègnent bien toutes les différences de facettes. Quoi qu'il en soit, là je vais être pas mal plus méticuleux et comme tu peux voir, je dessine vraiment de façon très très légère. Je tiens mon crayon bien loin de la mine et tu vois, j'ai une position avec ma main qui me permet de surtout pas agresser mon papier. Le but c'est de faire aucune cicatrice sur son papier. Autrement, ça va gâcher le rendu final de ton crâne et puis ça va créer une cicatrice sur ton papier, mais aussi pour toi en fait, où tu vas dire qu'effectivement tu peux pas faire demi-tour, que c'est pas très beau. Donc j'ai un 2H, donc c'est très très clair et j'applique petit à petit une valeur un petit peu uniforme dans toutes les zones qui vont être plutôt foncées. Je dessine avec des grandes hachures et surtout je remplis pas avec des petits ronds. Il faut vraiment dessiner avec des longues hachures vraiment amples et puis ensuite tu peux éventuellement estomper et continuer de monter tes valeurs progressivement. Donc, je commence à peindre les volumes les plus gros, les plus évidents, les changements de direction les plus flags, et ensuite petit à petit je commence à rentrer dans des changements de direction un petit peu plus subtils, avec des volumes un petit peu plus petits. Je vais me servir d'une gomme de précision aussi pour faire ressortir certaines zones de lumière, et faire des allers-retours entre mon foncé, ma lumière, etc. J'ai un pinceau aussi que j'utilise pour enlever mes peluches de gomme, pour éviter que mon dessin salisse lorsque j'enlève les peluches de la gomme. Comme tu peux voir, j'essaye d'avancer mon rendu de façon vraiment homogène, et je suis pas du genre à faire 1 cm² parfaitement, puis un autre cm² parfaitement. J'aime que mon dessin avance comme ça, tout en un bloc. J'apporte une attention particulière aussi à la frontière entre la lumière et l'ombre. Faut se dire qu'à la lumière, en fait, tu as la lumière vraiment directe, et puis à l'ombre, tu as la lumière diffuse, la lumière réfléchie. Ça veut dire l'environnement qui reflète sa lumière dans la partie d'ombre. Ce qui signifie que cette partie-là va être aussi éclairée indirectement. Donc la partie la plus foncée, ça va être la partie du Terminator, on dit en anglais. Terminator en français peut-être, je sais pas, il y a peut-être un mot plus précis que ça. Ça va être la frontière entre la lumière et puis la zone d'ombre. Et le fait de l'amplifier un petit peu parfois au-delà de ce qui est sur la photo va donner un aspect un petit peu plus dramatique, un petit peu plus artistique qui est vraiment très intéressant. Alors là on a passé un petit cap et je commence petit à petit à me permettre de mettre des détails un petit peu plus saillants et je dessine avec un porte-mine plus fin en 0,5 et je trouve qu'ils sont mieux parce qu'ils permettent d'avoir des noirs plus rapidement, donc c'est assez cool. Et comme tu peux voir en fait le fait de rajouter quelques foncés à quelques endroits suffit à faire vraiment ressortir mon squelette. Toutes les zones de crevasse et tout sont pas vraiment noires brutes et pourtant il y a déjà quelque chose d'intéressant qui se passe. Au bout d'un certain temps avec ma gomme, je vais revenir laver de nouveau certaines zones, en profiter pour ajouter un petit peu de texture à certains endroits et il va y avoir un aller-retour entre gommer, dessiner, etc. Alors lorsqu'on fait du rendu comme ça un petit peu poussé, moi j'aurais tendance à conseiller d'y aller vraiment progressivement et de pas trop foncer certaines zones trop vite. Néanmoins, souvent ce qu'on voit dans les dessins un peu plus débutants, c'est des gens qui voient des zones entières qui sont grises et qui sont très timides à mettre du gris dessus. Si la zone entière elle est grise, mets du gris partout, tout simplement. Ce que tu peux faire pour t'aider, c'est de plisser les yeux jusqu'à ce que tu ne vois plus que des masses claires ou foncées. Donc là, si on le fait ensemble sur la vidéo que tu es en train de voir, lorsque là tout de suite je suis en train de plisser les yeux avec toi, tu vas voir que le nez, les yeux et puis certaines zones en dessous du crâne font partie d'une valeur qui est vraiment unie. Tu as vraiment une zone qui est beaucoup plus foncée. Aussi, les dents sont pas mal plus foncées. Ensuite, tu vas avoir certaines zones du crâne qui vont être dans des valeurs relativement foncées mais quand même pas mal plus claires. Et tu vas avoir quelques zones de lumière, surtout autour des yeux et du nez. Donc lorsque tu dessines avec une référence ou pas, d'ailleurs, un des trucs les plus importants pour que ton dessin se ressente correctement, c'est justement que tu aies des groupes de valeurs comme ça qui soient lisibles et que même lorsque tu plisses les yeux, tu comprennes bien ce qu'il y a. Ça veut dire qu'il y a des masses de couleurs qui sont assez massives justement, et ensuite à l'intérieur, il y a des masses plus petites, des détails plus petits, etc. Mais d'abord, tu établis tes masses. Alors pour les détails, en fait, je les visualise tout simplement comme des volumes petits. Ça veut dire que si c'est des trous, eh bien il va falloir faire un point noir avec un morceau de lumière d'un certain côté. Et si c'est un relief, il va falloir faire un point noir avec un morceau de lumière de l'autre côté. Je te recommande de l'essayer, essaye de faire des petits détails avec ta gomme et ton crayon et tu vas voir petit à petit, tu vas comprendre qu'en fait il faut traiter les détails de la même façon que les gros volumes, mais en miniature en fait. Donc sur ce dessin, j'ai décidé de ne pas aller dans des contrastes trop violents, j'aurais pu aller beaucoup plus loin dans les noirs, etc. Mais c'est vrai que c'était pas la décision. Et comme tu peux voir, j'ai rajouté 2 bouquins qui sont très très pâles, peut-être même trop pâles, mais le but c'était de rajouter un petit contexte sans enlever le crâne de sa zone focale. Le crâne, c'est la zone focale, c'est le clou du spectacle et j'avais envie que ça le reste. Donc là, je pourrais tout à fait m'amuser à rajouter un décor encore plus complexe que les bouquins,
avec, je sais pas, une genre de nature morte, une vanité, peu importe. Il pourrait y avoir 10 milliards de choses autour, mais si tout restait dans une valeur comme ça qui était très faible comparée au crâne, le crâne resterait la zone focale. Donc là, c'est un exemple vraiment très flagrant où lorsque tu regardes le dessin, il n'y a quasiment que le crâne que tu regardes et éventuellement tu vas repérer les livres. J'ai fait une correction aussi sur la fin au niveau de mes yeux, il y avait un problème dans ma perspective, il y avait une des arcades sourcilières qui tombait en fait depuis le début, tu l'auras peut-être remarqué, et il ne faut pas hésiter jusqu'à la fin de ton dessin, si tu vois une erreur, corrige-la de suite. Plus tu attends pour la corriger, plus c'est dur, plus tu es tenté de ne pas le faire, plus tu as la cagne, plus tu dis que c'est satisfaisant, etc. Moi, je l'ai vu un petit peu tard sur le dessin, et pendant un petit moment, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de corriger ou pas? De toute façon, il ne devrait pas avoir de doute à ce niveau-là. Si tu vois une erreur, corrige-la dès que possible. Et si ton instinct te dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais que tu n'es pas capable de savoir ce que c'est, probablement c'est que tu as besoin de pratiquer plus sur des dessins moins longs. Donc tu télécharges par exemple une série de 10, 20, 30 crânes et tu les redessines 5 minutes par crâne. N'hésite pas à refaire plusieurs fois exactement la même photo. Ça, c'est un excellent exercice. C'est clair que d'un point de vue des résultats, dessiner plusieurs fois la même photo d'affilée, c'est quelque chose qui va t'apporter pas mal de compétences. Voilà les amis, j'espère que ça vous a été utile. N'oubliez pas que la seule chose qui compte vraiment, c'est la pratique en masse. Donc regarder des vidéos, c'est bien, mais c'est vraiment par l'action que vous allez progresser en quantité industrielle. Parallèlement à ça, je ne sais pas si vous connaissez le peintre Montague Dawson, mais j'ai fait cette peinture là récemment. Et voilà, si vous ne connaissez pas ce gars-là, allez le voir, Montague Dawson, c'est vraiment incroyable. Donc celle-ci, elle n'est pas exactement terminée, il n'est pas impossible que je rajoute encore quelques glacis d'atmosphère et que je fasse une vidéo justement pour les glacis géants ou pour expliquer un petit peu la logique qui se trouve derrière ça, comme par exemple la voile ici qui est de la même couleur que le bateau. C'est tout simplement la lumière réfléchie du bateau dans la voile. Donc ça c'est assez cool, évidemment je ne l'ai pas inventé, c'était déjà peint par le grand patron à la base. Néanmoins c'est intéressant justement quand on étudie des big boss, c'est de voir justement comment ils ont réussi à gérer les choses un peu compliquées, la lumière diffuse en fait partie. Donc voilà les amis, je vous dis à bientôt, mettez des questions pour le futur FAQ qui va arriver bientôt si vous en avez, et puis à bientôt, ciao.